L'université du Mississippi, Ole Miss, incarne l'image d'un Sud-Américain parfait. Mais en juillet 2019, ce vernis a volé en éclats. Alexandria Costial, une étudiante de 21 ans, est découverte sans vie dans un camp de pêche isolé, criblé de 9 balles. Le coupable n'est pas un rôdeur, mais Brandon Tisfeld, un étudiant de son propre cercle social, fils de bonne famille. Dans ce nouvel épisode de Traces perdues, nous allons disséquer la psychologie d'un prédateur qui a transformé une romance de campus en une exécution méthodique. Avant de plonger dans l'ombre de cette affaire, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo pour nous aider à faire la lumière sur ces tragédies réelles. Alexandria Costial, que tout le monde appelait Ali, était bien plus qu'une simple étudiante parmi d'autres à l'université du Mississippi. Originaire de Saint-Louis, dans le Missouri, elle était arrivée à Oxford avec ce que ses amis décrivaient comme des étoiles plein les yeux, habitée par le désir ardent de vivre ce qu'elle appelait le rêve du Sud. Ali n'était pas seulement une étudiante en marketing à la School of Business Administration. Elle était une figure centrale de la vie sociale du campus, membre de la sororité Alpha Phi et fondatrice du club de golf de l'université. Son intégration était totale, presque parfaite. Elle donnait des cours de fitness, décorait son appartement avec soin dans un style côtier et cultivait un cercle d'amis immense qui se souvenaient d'elle comme d'une jeune femme magnétique, solaire et incroyablement pétillante. Son compte Instagram, intitulé Sunsets by Ali, servait de journal de bord numérique où elle partageait sa fascination pour les ciels changeants du Mississippi. Ces photos n'étaient pas de simples clichés superficiels, elles témoignaient d'un optimisme profond et d'une capacité à voir la beauté là où d'autres ne voyaient que l'ordinaire. Ali était une romantique impénitente, une jeune femme qui croyait sincèrement en la bonté intrinsèque des gens et qui espérait trouver à Ole Miss le garçon du Sud avec qui elle fonderait un jour une famille. C'est cette même foi en l'autre, cette vulnérabilité née d'un cœur ouvert, qui allait malheureusement la rendre la proie idéale d'une manipulation destructrice. Derrière cette façade éclatante, la vie émotionnelle d'Ali était marquée par un besoin profond et constant de validation, particulièrement de la part de l'homme qui allait devenir son bourreau, Brandon Tisfeld. Pour comprendre le drame qui se jouait, il faut s'immerger dans la dynamique psychologique complexe de ce qu'on appelle aujourd'hui le piège anxieux évitant. Les experts en psychologie criminelle qui se sont penchés sur leur dossier ont décrit une relation terriblement déséquilibrée. Il s'agissait de conversations interminables, presque exclusivement initiées par Ali, qui restait souvent sans réponse ou ne recevait que des retours froids et laconiques. Ali, dans son rôle de partenaire anxieuse, cherchait désespérément la proximité et l'assurance, interprétant la moindre miette d'attention comme le signe d'un lien qui se renforçait. À l'opposé, Brandon maintenait une distance calculée, gardant Ali sur la touche, utilisant son affection et son intimité tout en lui refusant systématiquement le statut officiel de petit ami. C'était une situationship dans ce qu'elle a de plus toxique. Un entre-deux où l'un donne tout pendant que l'autre prend tout sans jamais s'engager. Tragiquement, lorsque Brandon la bloquait ou disparaissait pendant des jours, Ali ne s'éloignait pas. Au contraire, elle redoublait d'efforts, s'excusant pour des torts qu'elle n'avait pas commis et envoyant des messages suppliants, convaincue que si elle parvenait à bien lui expliquer ses sentiments, il finirait par devenir l'homme d'honneur qu'elle imaginait en lui. Elle projetait ses propres valeurs de loyauté sur un écran vide, ignorant que derrière les silences de son téléphone, Brandon commençait déjà à envisager une solution radicale à ce qu'il considérait comme un agacement. Le profil de Brandon Tisfeld, âgé de 22 ans au moment des faits, présentait un contraste saisissant avec la chaleur d'Ali. Sur le papier, il était le portrait type du succès. Fils d'un médecin éminent de Fort Worth, au Texas, ancien élève d'une académie baptiste privée prestigieuse où il jouait au football sans jamais avoir causé de problème majeur. Pourtant, sous cette apparence de privilège et de bonne éducation chrétienne, se cachait un narcissisme grandissant et une arrogance qui n'avaient échappé à certains de ses voisins de dortoir. Rex Ravita, qui vivait près de lui, a décrit un personnage bien différent de l'étudiant discret présenté par la défense. Selon lui, Brandon était un jeune homme misogyne,
convaincu que l'argent de son père et son statut social le rendaient intouchable. Il se vantait fréquemment de la puissance financière de sa famille, affirmant que son père pourrait le sortir de n'importe quelle situation délicate. Cette conviction d'impunité totale est un élément crucial pour comprendre la suite des événements. Pour un individu comme Tisfeld, les règles ne s'appliquaient pas à lui de la même manière qu'au reste du monde. Face à ce qu'il percevait comme un obstacle à sa liberté et à son image, son instinct n'était pas la négociation ou la prise de responsabilité, mais l'utilisation de ses ressources pour éliminer purement et simplement la source du conflit. Malgré son arrogance affichée, le monde intérieur de Brandon était loin d'être stable. Une lettre retrouvée dans son appartement après le meurtre a révélé une psyché tourmentée par des impulsions sombres bien avant le passage à l'acte. Il y écrivait à ses parents avoir toujours eu des pensées terribles, des pensées alimentées par une consommation excessive de cocaïne et d'alcool. Si la défense a tenté d'utiliser ces écrits pour plaider la détresse psychologique ou le suicide, l'accusation y a vu la preuve d'une pathologie de longue date. Brandon se sentait dysfonctionnel, mais au lieu de chercher de l'aide, il a laissé cette noirceur s'installer, exacerbée par un sentiment de supériorité qui l'empêchait de voir les autres comme des êtres humains dotés de droits. L'alcool et les stupéfiants n'ont probablement fait que lever les dernières inhibitions d'un esprit qui avait déjà intégré l'idée de la violence comme un outil de gestion personnelle. Oxford, avec son atmosphère de fête permanente et sa culture du paraître, était le terrain de jeu idéal pour qu'un tel prédateur puisse agir en toute discrétion, masquant ses dérives derrière l'étiquette rassurante de fils de bonne famille. La tension entre Ali et Brandon a atteint un point de rupture critique au printemps 2019, jetant les bases d'une préméditation qui allait durer plusieurs mois. Tout a commencé par une simple photo envoyée par Ali, un test de grossesse affichant une ligne bleue très pâle, incertaine. Pour Ali, c'était le début d'une crise existentielle qu'elle voulait gérer avec l'homme qu'elle aimait. Pour Brandon, ce fut l'élément déclencheur d'une haine profonde. Sa réaction fut immédiate, froide et purement transactionnelle. Il ne s'est pas inquiété de la santé d'Ali ou de ses sentiments. Sa seule préoccupation était de faire disparaître ce problème qui, selon ses propres mots, allait gâcher sa vie. Ce terme, « gâcher ma vie », est le motif du crime dans sa forme la plus pure. Aux yeux de Brandon, un enfant représentait une perte de liberté, une obligation financière et une tâche indélébile sur son parcours d'étudiant privilégié. Il ne voyait pas une vie potentielle. Il voyait une responsabilité juridique et sociale qu'il refusait catégoriquement d'assumer. Pendant que Ali vivait dans une anxiété dévorante, ignorant si elle était réellement enceinte et incapable d'obtenir une réponse de Brandon qui l'avait bloqué, ce dernier commençait déjà à transformer son ressentiment en un plan d'action mortel. Les fondations du drame étaient posées, et le rêve du Sud d'Ali Kostial était en train de se transformer en un piège numérique et psychologique dont elle ne sortirait jamais. Le mois de juillet 2019 a marqué un tournant irréversible et sinistre dans l'esprit de Brandon Tisfeld. Ce qui n'était jusqu'alors qu'un ressentiment sourd contre une jeune femme qu'il percevait comme une menace pour son avenir doré s'est transformé en une stratégie d'élimination froide et calculée. Pour les enquêteurs qui allaient plus tard disséquer son activité numérique, il est devenu évident que le meurtre d'Ali Kostial n'était pas le résultat d'une impulsion soudaine ou d'une perte de contrôle momentanée, mais bien le produit d'une architecture criminelle élaborée avec une patience terrifiante. Tout a commencé à s'accélérer le 12 juillet, lorsque Ali, toujours plongé dans l'incertitude et l'angoisse, lui a envoyé de nouvelles photos de tests de grossesse, tout aussi ambiguës que les précédents. Pour Brandon, ce fut l'étincelle finale. Il ne voyait plus Ali comme une amie, ni même comme une connaissance, mais comme une cible. C'est à ce moment précis qu'il a cessé de simplement l'ignorer pour commencer à étudier la manière la plus efficace de la faire disparaître de sa vie. L'historique des recherches Google de Brandon Tisfeld, durant la semaine précédant le crime, offre une plongée directe dans les abysses de sa préméditation. Ce n'étaient pas les recherches d'un homme en détresse, mais celles d'un étudiant en criminologie improvisé, cherchant à commettre le crime parfait. Il a consulté des pages sur la manière de s'en sortir après un crime, sur les méthodes pour dissimuler des preuves et sur la planification et la préparation d'actes violents. Plus troublant encore,
Il a effectué des recherches spécifiques sur la façon de restreindre des personnes, sur les types de silencieux pour armes à feu et sur les munitions les plus létales. Mais l'élément le plus révélateur et le plus macabre de son historique de recherche reste son intérêt soudain pour l'un des tueurs en série les plus tristement célèbres de l'histoire américaine, Ted Bundy. Brandon a spécifiquement cherché à savoir comment Ted Bundy attirait ses victimes. Bundy était connu pour utiliser la ruse, feignant souvent une blessure pour solliciter l'empathie des femmes avant de les kidnapper. Brandon, lui, n'avait pas besoin de plâtre ou de béquilles. Il possédait un appât bien plus puissant, l'espoir. Il savait qu'Ali mourait d'envie d'avoir une conversation honnête sur leur situation. Il a compris que la promesse d'une rencontre privée, d'un moment pour enfin tout mettre à plat, serait le leurre irrésistible qui la ferait monter dans son véhicule sans aucune méfiance. Le vendredi 12 juillet, le jour même où il recevait ses nouvelles photos de tests de grossesse, Brandon a pris la route vers le Texas, vers la demeure familiale de Fort Worth. Ce voyage n'avait rien d'une visite de courtoisie. Son objectif était précis et mortel. Il est allé récupérer une arme appartenant à son père, un pistolet Glock modèle 22 de calibre 40, une arme de poing puissante et redoutable. Une fois l'arme en sa possession, il a fait demi-tour pour remonter vers le Mississippi. Durant ce trajet de retour, son arrogance a repris le dessus sur sa prudence. Il a posté une photo de l'arme sur Snapchat avec une légende dont le double sens fait aujourd'hui froid dans le dos. « Je ramène enfin mon bébé à Oxford ». Dans le langage courant, le terme bébé est souvent utilisé pour désigner un objet de valeur, comme une voiture ou une arme de collection. Mais dans le contexte d'un conflit lié à une grossesse supposée, ce message sonnait comme une déclaration de guerre et une annonce de la solution radicale qu'il transportait dans sa boîte à gants. Il ne ramenait pas un nouveau-né, il ramenait l'instrument qui allait empêcher la naissance de celui dont il ne voulait pas. Le choix du lieu de l'exécution témoigne également d'une connaissance tactique et d'une volonté manifeste de ne laisser aucun témoin. Brandon ne pouvait pas tuer Ali dans le centre d'Oxford, où les caméras de surveillance sont omniprésentes et où les patrouilles de police sont fréquentes. Il lui fallait un endroit où le bruit d'une arme de calibre .40, qui produit une détonation particulièrement sèche et sonore, se perdrait dans l'immensité du paysage. Il a jeté son dévolu sur un camp de pêche abandonné près de Buford Ridge, au bord du lac Sardis. C'est une zone isolée, située à plus d'une trentaine de kilomètres du campus, accessible uniquement par des routes de terre sinueuses et dépourvues de tout éclairage public. En pleine nuit, l'obscurité y est totale, presque palpable. C'est ce qu'on appelle une zone de mise à mort, un endroit choisi spécifiquement parce qu'il offre au tueur un contrôle absolu sur l'environnement et le temps nécessaire pour agir sans risque d'être interrompu. Brandon a méticuleusement repéré les lieux, s'assurant que personne ne serait présent dans ce coin reculé de la forêt nationale de Holly Springs aux petites heures du matin. La nuit du 19 au 20 juillet 2019, le plan a été mis à exécution avec une précision effrayante. À Oxford, la soirée battait son plein. Ali Kostial a été vue pour la dernière fois par les caméras de surveillance quittant le bar Funky's vers minuit. Elle semblait d'humeur normale, marchant seule vers une voiture de transport VTC pour rentrer chez elle. Une fois arrivée à son appartement, elle se croyait en sécurité. Mais Brandon était déjà en mouvement. Il a commencé à lui envoyer des messages pour s'assurer qu'elle était seule. « Est-ce que ta maison est privée en ce moment ?» a-t-il demandé. C'était une question stratégique pour garantir qu'aucun colocataire ne le verrait venir la chercher. Pour Ali, c'était le signal qu'elle attendait depuis des mois. Brandon voulait enfin lui parler, en privé, loin des regards. Elle est montée dans son pick-up vers 1h30 du matin, en portant seulement son sac à main, sans savoir qu'elle venait de monter dans son propre cercueil roulant. Brandon a alors pris la direction du nord, quittant les lumières rassurantes de la ville, pour s'enfoncer dans les ténèbres du lac Sardis. L'interaction finale entre Ali et Brandon, une fois arrivés au camp de pêche abandonné, est une scène que les experts ont dû reconstituer à partir des preuves physiques. Sur une table de pique-nique près de l'eau, les enquêteurs ont retrouvé des canettes de White Claw, une boisson alcoolisée légère. Cela suggère que Brandon a maintenu le masque de la normalité pendant quelques minutes, simulant une discussion ou un moment de détente pour que sa victime baisse totalement sa garde.
Il a probablement utilisé la méthode de son modèle, Ted Bundy, instaurer un faux sentiment de confiance avant de frapper. Puis, soudainement, le masque est tombé. L'analyse balistique a révélé une scène de chaos et de terreur. 11 douilles ont été retrouvées éparpillées en arc de cercle autour de la table de pique-nique, ce qui indique que Brandon ne s'est pas contenté de tirer depuis une position fixe. Il a tourné autour d'Ali, la traquant comme une proie. 9 balles ont atteint la jeune femme. Plusieurs impacts se trouvaient dans son dos, prouvant de manière irréfutable qu'elle tentait de fuir, rampant ou courant désespérément pour échapper à son bourreau dans le noir complet. Brandon l'a abattue sans la moindre once de pitié, la laissant s'éteindre seule sur le sol poussiéreux, avant de remonter dans son camion et de repartir vers Oxford, convaincu d'avoir effacé son problème. Ce que Brandon Tisfeld n'avait pas prévu, c'est que même dans la mort, Ali Kostial laisserait une trace indélébile. Il pensait avoir tout calculé, des recherches Google à la zone d'ombre du lac Sardis, mais il avait sous-estimé la puissance des preuves numériques qui resteraient attachées au poignet de sa victime. Alors qu'il roulait vers le nord, pensant avoir réussi son crime parfait, les données de l'Apple Watch d'Ali étaient déjà en train de tisser la toile qui allait l'emprisonner. Le silence de la forêt du Mississippi n'allait pas durer longtemps, et le lever du soleil sur le lac Sardis allait révéler une horreur que personne à Ole Miss n'aurait pu imaginer, déclenchant l'une des chasses à l'homme les plus intenses de l'histoire récente de l'État. Le samedi 20 juillet 2019, vers 10h23 du matin, le calme lourd et humide de la forêt de Holly Springs a été rompu par une patrouille de routine du shérif du comté de Lafayette. Les adjoints effectuaient leur ronde habituelle dans les camps de pêche isolés de Buford Ridge, un secteur connu pour sa tranquillité et son absence presque totale de passage en dehors des pêcheurs locaux. Mais ce matin-là, près d'une table de pique-nique délabrée, ils ont découvert une scène qui allait changer à jamais la perception de la sécurité à Oxford. Une jeune femme blanche gisait au sol, inanimée. À quelques mètres de là, dans un fossé, les agents ont retrouvé un sac à main contenant une carte d'identité d'étudiante de l'Université du Mississippi et un permis de conduire. Le nom sur les documents était celui d'Alexandria Kostial. Le lieutenant Michael East a immédiatement pris en charge l'enquête, conscient que chaque minute comptait dans ce qu'on appelle l'heure d'or de la police criminelle. La nouvelle a été transmise avec une rapidité foudroyante, et le choc a frappé les parents d'Ali à Saint-Louis avant même que le soleil ne commence à décliner sur le lac Sardis. L'enquête s'est immédiatement concentrée sur l'environnement numérique de la victime. Si son téléphone portable était introuvable, probablement détruit ou jeté par son meurtrier pour retarder l'analyse de leurs échanges, Ali portait un objet que le tueur avait négligé, une Apple Watch. Ce détail qui semble anodin allait devenir la pièce maîtresse de l'accusation. Même si le téléphone avait disparu, la montre s'était synchronisée via iCloud et Bluetooth juste avant que le lien ne soit rompu. Les enquêteurs ont pu remonter le fil du temps et explorer une carte numérique précise de la relation entre Ali et son bourreau. Ils y ont découvert les mois de messages non résolus, les menaces à peine voilées de Brandon, affirmant qu'un enfant gâcherait sa vie, et surtout, l'invitation finale pour cette rencontre nocturne à 1h30 du matin. Le nom de Brandon Tisfeld est apparu en lettres capitales dans l'historique des communications, transformant instantanément l'étudiant modèle en suspect numéro 1. Dès le lundi matin, la pression s'est accentuée. Les enquêteurs ont contacté Brandon pour un entretien formel, mais celui-ci, fidèle à ses habitudes de manipulation, a promis de venir avant de disparaître complètement. Réalisant que le suspect était en train de fuir, la police a utilisé les données de géolocalisation en temps réel de son téléphone portable. Le signal montrait que Brandon roulait à grande vitesse vers le nord sur l'autoroute Interstate 55, en direction de Memphis, cherchant probablement à rejoindre le sanctuaire familial au Texas. Un avis de recherche a été lancé pour son véhicule, un pick-up dont le détail le plus frappant allait précipiter sa chute. Une plaque d'immatriculation personnalisée, portant l'inscription TEAC 3IT. Ce choix de plaque, symbole d'un sentiment de supériorité et de provocation, agissait désormais comme une balise lumineuse impossible à ignorer pour les forces de l'ordre. L'arrestation a eu lieu vers 9h30 ce même lundi, dans une station-service du sud de Memphis. Les images de la caméra embarquée de la police
montrent une intervention rapide et tendue par la Memphis Fugitive Task Force. Brandon Thiesfeld a été appréhendé sans incident majeur, mais c'est l'intérieur de son véhicule qui a scellé son destin de manière irréfutable. En plein milieu du pick-up, bien en vue, se trouvait le pistolet Glock de calibre .40 utilisé pour le crime. Plus accablant encore, les agents ont découvert des vêtements tachés de sang qui, après analyse, correspondraient parfaitement à l'ADN d'Alexandria Kostial. Le prédateur qui se croyait plus malin que le système, celui qui avait étudié les méthodes de Ted Bundy pour ne pas laisser de traces, s'était fait prendre en moins de 48 heures à cause de sa propre arrogance et de la technologie qu'il pensait maîtriser. Alors que Brandon était ramené vers le Mississippi sous escorte, le dossier contre lui commençait à s'étoffer. Les procureurs disposaient désormais d'une chaîne de preuves complète. Le motif lié à la grossesse, la préméditation prouvée par les recherches Google, l'arme du crime retrouvée en sa possession et les preuves biologiques prélevées dans son camion. Le fils du médecin, celui qui pensait que l'argent et le nom de sa famille pourraient le sortir de n'importe quel problème, allait désormais faire face à la réalité d'un système judiciaire bien décidé à obtenir justice pour la jeune femme dont il avait tenté de supprimer l'existence. La bataille juridique qui s'annonçait allait mettre à l'épreuve les fondements mêmes de la notion de préméditation et de responsabilité dans l'État du Mississippi, tandis qu'Oxford pleurait sa fille adoptive. Le 30 août 2019, un grand jury a officiellement inculpé Brandon Thiesfeld de meurtre qualifié, une charge d'une gravité exceptionnelle dans l'État du Mississippi. Pour comprendre l'enjeu de cette qualification, il faut saisir une subtilité juridique cruciale. Le meurtre qualifié s'applique lorsqu'un homicide est commis durant la perpétration d'un autre crime grave. Dans le cas de Brandon, les procureurs ont soutenu que ce crime connexe était l'enlèvement. Ils ont avancé une théorie audacieuse, mais solidement étayée par les faits. En utilisant la tromperie et la fausse promesse d'une discussion sur leur avenir pour attirer Ali dans son camion, Brandon avait commis un enlèvement par ruse. Ce stratagème visait expressément à transporter la victime vers un lieu isolé pour l'exécuter. Cette stratégie juridique plaçait Brandon directement face à la menace de la peine de mort, une perspective qui allait radicalement changer la dynamique de sa défense. Sous la direction de l'avocat Tony Farris, la défense a tenté de mettre en place une stratégie de mitigation, cherchant désespérément à transformer une exécution de sang-froid en un acte de passion ou de détresse psychologique. Ils ont mis en avant la lettre retrouvée dans l'appartement de Brandon, affirmant qu'il ne s'agissait pas d'une confession de pensée criminelle antérieure, mais d'une note de suicide rédigée sous le coup de la culpabilité après les faits. La défense a également argué que Brandon était lourdement sous l'influence de la cocaïne et de l'alcool au moment des tirs, tentant de faire requalifier l'acte en meurtre non prémédité commis dans un état de délire toxique. Ils sont même allés jusqu'à insister sur le fait qu'Ali n'était pas réellement enceinte, espérant ainsi brouiller la clarté du mobile. Cependant, aucune de ces affirmations n'a résisté à l'implacabilité des preuves numériques. On ne recherche pas des silencieux, des méthodes de dissimulation et les tactiques de Ted Bundy une semaine à l'avance sous le coup d'une impulsion soudaine. La préméditation était inscrite dans chaque octet de son historique de recherche. Face à l'accumulation écrasante de preuves et à la certitude que l'historique de recherche Google scellerait son sort devant un jury, Brandon Thiesfeld a finalement choisi d'éviter le procès et la possible peine de mort. Le 27 août 2021, il a plaidé coupable de meurtre au premier degré. En échange de cet aveu, l'État a accepté d'abandonner la charge de meurtre qualifié, écartant ainsi l'exécution capitale. Brandon a été condamné à la prison à perpétuité. Mais cette sentence comporte une nuance juridique qui reste une source de douleur profonde pour la famille Kostial. En vertu du Code du Mississippi, une personne condamnée à la perpétuité pour meurtre au premier degré peut demander une libération conditionnelle à l'âge de 65 ans. Pour Brandon, qui avait environ 24 ans lors de sa condamnation, cela signifie qu'il devra passer plus de 40 ans derrière les barreaux avant d'avoir la moindre chance de revoir la lumière du jour en homme libre. Si pour beaucoup cela ressemble à une vie entière, l'idée même qu'il puisse un jour obtenir une sortie, même à un âge avancé, demeure une blessure ouverte pour ceux qui ont aimé Ali. Au-delà des tribunaux,
L'affaire Ali Kostial offre une analyse sociologique brutale de la violence au sein du couple dans le milieu universitaire moderne. Ce drame met en lumière les dangers spécifiques des situationships, ces relations non définies où l'absence de statut officiel peut masquer des dynamiques de contrôle coercitif extrêmes. Parce que leur lien n'était pas étiqueté comme un couple traditionnel, Ali se retrouvait isolé, ses amis percevant son obsession pour Brandon comme un simple béguin malheureux plutôt que comme une soumission à un manipulateur narcissique. Brandon correspondait parfaitement au profil du contrôleur coercitif. Il gérait la communication, dictait l'intimité par le silence et la distance, et considérait Ali non pas comme une personne autonome, mais comme une extension de son propre univers, qu'il pouvait supprimer dès qu'elle devenait un inconvénient social ou financier. Son rejet violent de la grossesse supposée, vu comme une insulte à son autonomie et une menace pour son image, est symptomatique de cette pathologie où l'autre n'est qu'un objet de consommation ou un obstacle. Malgré l'horreur de sa fin, le souvenir d'Ali Kostial ne s'est pas éteint avec elle. Dans les jours qui ont suivi sa disparition, son compte Instagram, Sunsets by Ali, est devenu le centre d'un deuil collectif numérique unique. Les photos de ciel orangé et rose qu'elle aimait tant ont été partagées par des milliers de personnes, donnant naissance au mouvement Pistache Sunsets for Ali. Ce phénomène représente une forme de résistance contre la brutalité du crime. Au lieu d'être défini par la noirceur de sa mort, Ali continue d'être célébrée pour la lumière qu'elle voyait dans le monde. La communauté d'Oxford et ses proches arborent souvent du rose lors des commémorations. Un rappel visuel de sa vitalité qui refuse de céder la place à l'ombre de son meurtrier. Ce compte Instagram est devenu un mémorial vivant, transformant une plateforme souvent superficielle en un sanctuaire de mémoire et de sensibilisation contre les violences invisibles au sein des campus. Le meurtre d'Alexandria Kostial restera comme une tragédie aux proportions shakespeariennes transposée dans l'ère numérique. C'est le récit d'une collision entre des motifs ancestraux comme l'orgueil, le sentiment de supériorité masculine et la honte, et des outils de surveillance modernes qui ne dorment jamais. Brandon Thiesfeld pensait que ses privilèges et sa planification minutieuse lui permettraient de supprimer purement et simplement une vie humaine pour protéger la sienne. Il pensait pouvoir surpasser le système en étudiant les monstres du passé. Il a échoué parce qu'il a sous-estimé la trace indélébile que nous laissons tous dans le monde numérique. L'Apple Watch au poignet d'Ali a agi comme un témoin silencieux, reliant les points entre un test de grossesse et 11 douilles vides dans la boue du lac Sardis. Alors que Brandon passera ses prochaines décennies dans le silence d'une cellule, les couchers de soleil d'Ali continuent de briller sur les réseaux sociaux, rappelant à tous que la lumière finit toujours par exposer les recoins les plus sombres de l'âme humaine. Et que pensez-vous de la sentence accordée à Brandon Thiesfeld? La possibilité d'une libération à 65 ans vous semble-t-elle juste au regard de la préméditation du crime? Partagez vos réflexions dans les commentaires. Votre avis est essentiel pour poursuivre ce débat sur la justice et la mémoire.